L'assemblée des actionnaires devenait tendue lorsque mon mari, le PDG, s'est levé et a déclaré « Noémie a 30 minutes pour vider son bureau ». Au lieu de me mettre en colère, je me suis levé et j'ai dit « Merci ». Quelques instants plus tard, 22 collègues se sont levés en silence et ont quitté la pièce avec moi. Chloé, la maîtresse de mon mari, a posé la main sur son ventre arrondi et a eu un sourire en coin en me regardant me faire expulser de l'entreprise que j'avais cofondée. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite, jusqu'à ce que son entreprise s'effondre à peine quelques semaines plus tard. Avant de vous raconter toute l'histoire, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. L'histoire continue tout de suite. Je m'appelle Noémie Giraud, j'ai 35 ans et je vis à Paris. Un lundi matin de mars, je suis entré dans la grande salle de conférence au 42e étage de notre tour à la Défense. L'endroit même où mon mari, Pierre, et moi avions autrefois tenu nos premières réunions de levée de fonds. La salle aux parois de verre surplombant la scène était toujours aussi belle que le jour où j'avais signé le plan de création d'Aigle Investissement, il y a 8 ans. J'y suis entré en tant que directrice des investissements et cofondatrice de l'entreprise. Mais j'ignorais ce jour-là que j'y entrerais sous ce titre pour en ressortir avec un autre, la femme trahie. L'assemblée des actionnaires a commencé à 9 heures. Les partenaires stratégiques étaient assis en rangée soignée. Chacun a reçu un épais dossier, à l'intérieur duquel se trouvait une feuille inattendue. Un avis de changement de personnel à la direction. Je me suis tourné vers Pierre, mon mari, le PDG, autrefois mon partenaire dans la vie et dans les affaires. Mais ses yeux fuyaient les miens. Puis, il s'est levé, la voix claire dans le micro, pour protéger les intérêts des actionnaires et en accord avec notre nouvelle direction stratégique, le conseil d'administration a décidé de démettre Noémie de ses fonctions, à compter d'aujourd'hui. Aucun avertissement préalable. Aucune lettre privée. Aucune conversation. Juste une annonce glaciale devant des dizaines de personnes que j'appelais autrefois mes collègues. Pierre m'a regardé, arborant une façade professionnelle, et a ajouté « Tu as 30 minutes pour vider ton bureau ». Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement hoché la tête, rassemblé mon dossier, je me suis levé et j'ai prononcé un seul mot, merci. Je suis sorti de la salle de réunion d'un pas assuré, même si mon cœur battait la chamade, comme s'il se heurtait à la lame d'un couteau. Je me suis dirigé vers mon bureau. La porte était déjà ouverte. Et là, Chloé Tardieu, l'employée que j'avais recrutée dans notre programme de formation en investissement il y a 2 ans, était assise à mon bureau, la main sur ma souris, ouvrant des fichiers confidentiels auxquels moi seul avais accès. Elle m'a regardé avec un sourire narquois. Pas un mot d'excuse. Pas la moindre explication. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert tranquillement le 3e tiroir, où je gardais toujours mes affaires les plus importantes. J'en ai sorti une clé USB argentée contenant la stratégie complète du portefeuille Haussmann, les fiches d'analyse des risques du marché et les données d'intelligence artificielle que j'avais développées avec mon équipe au cours des 3 dernières années. À côté de la clé USB se trouvait un vieux mug en céramique blanche, légèrement ébréché sur le bord. Dessus, en lettres bleues, on pouvait lire « L'intégrité, c'est ton pouvoir ». Un cadeau de mon ancien mentor, aujourd'hui à la retraite. J'ai pris le mug entre mes mains comme un ultime rappel des raisons pour lesquelles j'avais commencé. Alors que je me levais, prête à quitter le bureau, je me suis soudainement figé. Un bruit doux derrière moi. C'était Alice. Elle s'est approchée, a délicatement retiré la plaque nominative d'Alice Moreau, chef comptable de la Porte en Verre, puis a murmuré « Si tu n'es plus là, il n'y a plus aucune raison pour que je reste ». C'était quelqu'un que j'avais invité à nous rejoindre dès le premier jour. Une femme d'une 60aine d'années, avec 3 décennies d'expérience dans la finance, qui avait toujours cru en moi. Je lui ai serré la main fermement. Aucun mot n'était nécessaire. Je suis sorti dans le couloir. Et puis, un par un, les gens se sont levés. Lucas, notre analyste de données, Inès, la première femme que j'avais recrutée via notre programme interne, Maxime, Sarah, et enfin les 22 membres de l'équipe que je dirigeais autrefois se sont levés, ont quitté leur bureau et m'ont suivi en silence. Personne n'a dit un mot, mais leurs actes parlaient plus fort que 1000 déclarations. Nous avons pris les escaliers. Chaque marche résonnait des années qui venaient d'être trahies. Le parking sous le bâtiment était toujours aussi froid. Mais aujourd'hui, il accueillait 23 personnes dépouillées de leurs titres, dépouillées de leur statut, mais qui portaient toujours en elles une valeur inestimable.
Une valeur que personne ne pouvait leur enlever. J'ai regardé autour de moi. Personne ne s'est précipité vers sa voiture, comme s'ils attendaient tous une réponse. Je n'ai pas promis une nouvelle start-up. Je n'ai pas parlé de vengeance. J'ai simplement dit, si l'un de vous croit encore que nous pouvons faire mieux pour nos clients, et pour nous-mêmes, alors attendez mon appel. Ils ont hoché la tête. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé la porte et j'ai souri en m'éloignant d'Aigle Investissement. Ce soir-là, je ne suis pas rentré dans la maison que mon mari et moi partagions. Je ne pouvais pas. Je ne le voulais pas. À la place, je suis retourné dans le petit appartement de la rue Oberkampf, celui que mes parents m'avaient offert quand j'avais commencé ma première année à la Sorbonne. Un petit 3 pièces avec un minuscule balcon donnant sur les toits de Paris, où j'avais autrefois passé des nuits blanches à écrire ma thèse et à rédiger les premières lignes de mon plan d'affaires à 22 ans. Après mon mariage, j'avais gardé cet endroit comme un coffre à souvenirs. Et aujourd'hui, j'y retournais. Non pas pour ressasser le passé, mais pour recommencer. Je me suis assise sur le vieux canapé couleur caramel, tenant toujours le mug d'intégrité que j'avais ramené du bureau. La tasse en céramique blanche avait une petite fissure, mais le lettrage restait net. L'intégrité, c'est ton pouvoir. Je l'ai posé sur la table à côté d'un vieux cadre photo de l'université que je n'avais jamais décroché. Mon téléphone a vibré. Un message de Léa, la fille de ma défunte meilleure amie, aujourd'hui étudiante en master à HEC Paris. Le premier message était une question hésitante. Noémie, j'ai vu sur LinkedIn, est-ce vrai que tu as été renvoyée? Puis un autre message a suivi, plus long, plus profond, comme une pression sur une blessure que je ne pensais plus douloureuse. Crois-tu toujours que les femmes bienveillantes peuvent survivre dans le monde de l'investissement? J'ai posé le téléphone. Puis, je me suis levé, j'ai ouvert la porte du balcon et je suis sorti. Le vent froid de la ville m'a fouetté le visage, mais je n'ai pas tressailli. Je suis restée là, silencieuse, regardant cette ville qui m'avait vu grandir, qui m'avait vu croire en la collaboration, en l'éthique professionnelle, en l'amour. J'ai fermé les yeux, laissant le vent emporter tout excès d'émotion. Je ne voulais pas penser à Pierre, je ne voulais pas me rappeler le visage de Chloé à mon bureau. Je ne pensais qu'à la question de Léa. Je suis retourné dans le salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sauvegardé mes données personnelles et révoqué l'accès à distance aux fichiers que j'avais créés. Quand l'ordinateur s'est éteint, j'ai regardé le mug, toujours là, immobile. Je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à Léa, et j'ai répondu, j'y crois toujours. Et dès demain, je commencerai à le prouver. Je n'avais plus besoin de reconnaissance. J'avais seulement besoin d'être fidèle à moi-même, et je savais que demain, ce voyage commencerait vraiment. Le lendemain matin, je suis entré dans la cuisine, je me suis servi un autre café et j'ai rouvert les anciens fils de discussion entre Pierre et moi. Quelque chose me rongeait depuis qu'il s'était levé pour annoncer mon renvoi. Pas la perte de ma carrière, mais la froideur de quelqu'un qui m'avait autrefois connu intimement. Quelqu'un qui avait passé des nuits entières à rédiger la proposition du fonds Haussmann avec moi. Qui m'avait regardé parler au conseil stratégique comme si j'étais irremplaçable. Et pourtant, hier, il n'avait pas scié en disant « Tu as 30 minutes pour vider ton bureau ». J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler les anciennes réunions de l'agenda Google. Pierre avait changé son mot de passe la semaine dernière, affirmant que le service informatique l'exigeait. Il avait aussi cessé de rentrer régulièrement à la maison depuis le mois dernier, prétextant des réunions avec des investisseurs à Genève. Quand je lui avais demandé si je devais l'accompagner, il avait simplement secoué la tête. « Tu n'as pas besoin de t'en faire pour ça. » La façon dont il avait dit « tu » était aussi légère que l'air, mais aussi froide que le vent de février. Ensuite, il y avait un petit détail, mais il refusait de quitter mon esprit. La semaine dernière, j'avais vu Chloé porter une paire de boucles d'oreilles en perles. Exactement le design de la pièce sur mesure que j'avais commandé pour que Pierre me l'offre à notre 5e anniversaire de mariage. Un cadeau que je n'avais jamais reçu. Quand je lui avais demandé ce qu'il avait prévu de m'offrir cette année-là, il avait eu un sourire évasif, je suppose que j'ai dû oublier. J'ai expiré profondément, puis j'ai ouvert mes contacts. J'ai appuyé sur un nom familier. Éléonore Renard. Éléonore n'était pas n'importe quelle avocate. Nous nous étions rencontrés en 2e année de fac. J'étudiais la finance, elle le droit. Mais nous étions toutes les deux inscrites à un cours sur les startups. À l'époque, nous étions 2 pièces de puzzle mal assorties.
L'une obsédée par les chiffres, l'autre par la justice. Mais nous croyions toutes deux aux affaires équitables. Depuis notre premier exposé en classe, nous étions plus proches que des sœurs, partageant les joies, les nuits blanches et les ambitions innommables. Plus d'une décennie plus tard, quand j'ai eu besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois le secteur et mon cœur, c'est elle que j'ai appelée en premier. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Coucou toi ». Sa voix était comme toujours, grave, posée et jamais pressée. Je lui ai dit d'emblée, j'ai été viré par mon mari. Devant le conseil d'administration. Silence. Puis Éléonore a répondu, je suis libre cet après-midi. Mon bureau est ouvert toute la journée, mais si tu ne veux pas sortir, je peux venir te voir. J'ai regardé autour de mon vieil appartement, l'endroit où j'étais moi-même avant les bureaux en verre, avant les discours policés. Non, je veux sortir. J'ai besoin de faire ça avec les idées claires. Le bureau d'Éléonore se trouvait dans un immeuble calme du Marais. Elle a ouvert tôt, préparant elle-même 2 tasses de thé à la menthe. Derrière son bureau, une plaque métallique indiquait simplement « Protéger ce qu'elle a construit ». Nous nous sommes assises à une petite table de réunion, loin de tout bruit. Je lui ai tout raconté, le licenciement, Chloé à mon bureau, l'accès aux données, le regard de Pierre, les boucles d'oreilles. Éléonore a pris des notes sans jamais m'interrompre. Mais je savais qu'elle était déjà en train de calculer. Quand j'ai terminé, elle n'a posé qu'une seule question, « Veux-tu toujours sauver ce mariage ?» J'ai fait une pause, puis j'ai répondu lentement, « Je ne sais pas, mais je ne peux pas vivre à côté de quelqu'un qui peut tout trancher dans une pièce pleine de monde et dormir paisiblement la nuit suivante. » Éléonore a hoché la tête. « Alors nous n'avons pas besoin d'entamer une procédure de divorce tout de suite, mais nous allons nous préparer. D'abord, une évaluation des actifs et de tes droits dans l'entreprise, puis les violations potentielles de données et tes droits en tant que cofondatrice. Et si nous découvrons des preuves personnelles comme l'infidélité ou des manipulations financières, nous les utiliserons. » J'ai sorti la clé USB argentée de mon sac et l'ai posée sur la table. Ceci contient toutes les données des portefeuilles que j'ai gérés pendant 8 ans. Et les fichiers de sauvegarde que Chloé ne peut pas copier car elle n'a pas l'algorithme que j'ai créé. Éléonore a eu un sourire en coin. Parfait. Il est temps de jouer cette partie d'échecs avec stratégie, pas avec émotion. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel de Paris était encore gris, comme tous les matins de mars. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas seul dans la tempête. Je ne savais pas si Pierre réalisait ce qu'il attendait. Mais moi, oui. Et cette fois, je n'entrais pas sur le champ de bataille avec de l'espoir. J'apportais des documents juridiques et une amie qui tenait l'épée. 3 jours après avoir vu Éléonore, j'ai reçu un message d'elle à 6 heures du matin. « T'es libre ce midi ? J'ai quelque chose à te montrer. » C'est choquant. J'ai répondu par un seul mot, là-bas. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café niché dans une ruelle du Marais. Le genre d'endroit qui sert l'infusion au gingembre frais qu'Éléonore aime tant. Je venais à peine de m'asseoir qu'elle a posé une épaisse enveloppe et une clé USB devant moi. J'ai demandé à une amie, Lily Dubois, détective privée, de creuser sur Chloé. Juste pour une protection supplémentaire. Mais les découvertes ont largement dépassé nos attentes. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos imprimées, des données GPS, des relevés de frais d'hôtel et des transcriptions de messages. « Chloé est enceinte », a dit Éléonore lentement. J'ai levé les yeux. Mon cœur a raté un battement. Elle a dit à Pierre que c'était de lui. Il la croit. Et il transfère de l'argent sur son compte privé tous les mois. Je me suis adossé, la gorge sèche. Mais Éléonore n'avait pas fini. D'après les données GPS du téléphone de Chloé et les enregistrements de sécurité des résidences de l'Aurore, elle séjourne régulièrement dans l'appartement d'un homme nommé Gabriel Hénin. J'ai cligné des yeux. Ce nom m'était familier. Gabriel ? Tu veux dire son ex ? Celui avec qui elle a rompu il y a à peine 1 an ? Il travaillait chez Alp Capital Privé. Éléonore a hoché la tête. Ils sont toujours en contact. Et selon Lily, Pierre n'en a aucune idée. De plus, elle a sorti une autre feuille imprimée, l'un des associés de Lily, un expert en cybersécurité, a accédé aux sauvegardes du téléphone Samsung de Chloé. Nous avons trouvé un échange de messages que nous pensons crucial. Elle a fait glisser le papier vers moi. Les mots étaient clairs. Gabriel,
T'es sûr qu'il croit que le bébé est de lui? Chloé, oui. Il est même en train de choisir des prénoms. Gabriel, et maintenant? Quand il naîtra, tu diras quoi? Chloé, ça dépend. Mais si j'obtiens ma promotion, laisse-le le croire. Je ne sais pas combien de temps je suis restée silencieuse. Je me souviens seulement que même le léger tintement de quelqu'un remuant son thé à la table voisine m'a fait sursauter. Éléonore a posé sa main sur la table, sans toucher la mienne. Elle savait que je n'avais pas besoin de réconfort. J'avais besoin d'espace pour évaluer la situation, comme un portefeuille de capital risque face à une crise de liquidité. J'ai croisé son regard, la voix rauque, « Pierre ne sait rien de tout ça ?» Non, mais toi, oui. Et maintenant, tu contrôles tout le jeu. J'ai hoché la tête sans un mot. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas maudit. La colère en moi n'a pas jailli comme un feu. Elle a gelé, lente et régulière, comme de la glace sous la terre. J'ai réalisé que Chloé ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait trahi l'homme même qu'elle manipulait. Et Pierre? Il ne m'avait pas seulement trahi professionnellement. Il accordait aveuglément sa confiance et son argent à un mensonge si calculé que c'en était presque pitoyable. J'ai quitté le café vers midi. Paris était plus chaud que d'habitude ce jour-là. Sur le chemin du retour, je ne pensais qu'à une seule chose. Je n'avais pas besoin de me venger. J'avais besoin que la vérité soit enfin entendue. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Ni par colère, ni par douleur, mais parce que mon esprit tournait comme un marché en crise. Les données affluaient sans arrêt, les chronologies se reliaient d'elles-mêmes, jusqu'à ce qu'une dernière question clignote comme la ligne de résultat d'un tableau Excel, comment gérer ça sans devenir comme eux. Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'un expéditeur inconnu avec un seul objet, rendez-vous café. N'apportez rien. J'ai ce qu'il faut. L'expéditrice, Marguerite Laurent. Marguerite était l'ancienne directrice juridique d'Aigle Investissement. Une femme perspicace, toujours vêtue sobrement, les cheveux poivre et sel tirés en un chignon strict. Son regard était plus froid qu'un lac en janvier. Elle avait quitté l'entreprise un an auparavant sans jamais expliquer pourquoi. Mais j'avais toujours eu des soupçons. Marguerite avait été la seule personne dans une salle de conférence à fixer Pierre du regard lorsqu'il m'avait interrompu pendant une négociation stratégique. Elle n'avait rien dit sur le moment, avait juste poussé un stylo plume vers moi et dit « C'est toi qui dois signer en premier ». Nous nous sommes rencontrés dans une brasserie au sud du Jardin du Luxembourg, un endroit où personne d'Aigle Investissement n'allait jamais. Je suis arrivé la première, j'ai commandé un thé oolong. Marguerite est entrée sans sac à main, avec seulement un dossier noir usé qui semblait dater d'une époque prénumérique. Elle s'est assise et est allée droit au but. J'ai entendu ce qui t'est arrivé. Et si tu travailles avec Éléonore, alors je sais que c'est le moment de parler. J'ai fait un léger signe de tête. Je n'ai pas demandé comment elle savait. Marguerite savait toujours tout avant que cela n'arrive. Elle a ouvert son dossier et m'a tendu une épaisse pile de papier. Ce sont des copies des emails que Pierre a envoyés au conseil d'administration concernant la restructuration de l'équipe. Mais en réalité, c'est une liste des personnes qu'il prévoyait d'éliminer, y compris 3 personnes qui s'étaient opposées à la promotion de Chloé. J'ai les originaux avec les horodatages du serveur, capturés avant que l'équipe informatique ne mette le système à jour. J'ai feuilleté la première page. Mon nom était tout en haut. En dessous, une note, remplacée par quelqu'un qui peut être contrôlé et façonné selon la stratégie personnelle. Suggestion, c'était. Marguerite a versé un peu d'eau, la voix basse mais ferme. Je m'y suis opposé dès le début, mais Pierre a contourné le problème en formant un comité d'examen interne temporaire et en y plaçant ses propres pions. J'ai démissionné après avoir vu la structure éthique de l'entreprise s'effondrer. Je l'ai regardée, voulant lui demander pourquoi elle m'aidait, mais avant que je puisse parler, elle a répondu « Parce que j'ai cru un jour qu'Aigle Investissement serait mon dernier héritage juridique, mais j'avais tort. C'est toi qui peux restaurer la justice, non pas par des accusations, mais en survivant, en endurant et en gagnant avec tes valeurs intactes. » Je suis restée silencieuse. Elle a fait glisser le dossier vers moi, puis s'est levée. Je ne choisis pas de camp, mais si tu construis quelque chose de nouveau, un endroit où l'intégrité n'est pas confondue avec la faiblesse, garde-moi une place. Une dernière fois, je me suis levé pour lui serrer la main. Ce que je tenais n'était pas seulement de la documentation juridique,
mais la preuve d'un système pourri et la confirmation que je n'avais pas été la seule à le voir depuis le début. En sortant de la brasserie, une pluie fine s'est mise à tomber. Paris était humide et froid, mais mes mains n'avaient jamais été aussi chaudes. Cet après-midi-là, je suis rentré dans mon vieil appartement plus tôt que d'habitude. La même fine lumière dorée de la fin mars à Paris entrait par la fenêtre, mais tout autour de moi semblait différent. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que je commençais à voir plus clair. À voir ce qui avait été autrefois brouillé par une foi aveugle, une admiration mal placée et l'habitude de sacrifier tellement de choses que je m'étais oublié moi-même. J'ai posé le dossier que Marguerite m'avait donné sur la table. Juste à côté se trouvait une petite boîte en bois, quelque chose que j'avais ramené de la maison de mes parents après le décès de ma mère il y a 3 ans, mais que je n'avais jamais ouverte. Ma mère, Hélène Huchard, avait été institutrice, douce mais farouchement attachée à ses principes. Elle ne connaissait rien aux investissements, se moquait des introductions en bourse ou des portefeuilles d'actifs, mais elle savait comment inculquer un autre type de valeur, une valeur qui n'apparaissait pas sur les graphiques et qui n'avait pas besoin d'un bilan comptable pour être prouvée. J'ai pris la boîte, j'ai essuyé la fine couche de poussière sur le couvercle et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une photo de ma mère et moi à ma remise de diplôme. Moi portant ma toque noire, elle dans un manteau vert mousse, me tenant dans ses bras sous un arbre feuillu, et une vieille enveloppe avec une écriture que je connaissais par cœur. Pour Noémie, à ouvrir quand le monde te semblera injuste. J'ai ouvert la lettre. Mes yeux se sont arrêtés sur la toute première ligne. Ma fille, si tu lis cette lettre, c'est que tu traverses peut-être une période où la gentillesse est perçue comme de la bêtise, où la loyauté est piétinée, et où le succès est accaparé par ceux qui ne le méritent pas. J'ai pris une grande inspiration. Mes mains tremblaient. Non pas de faiblesse, mais parce que c'était comme si elle avait raison, tout comme elle l'avait été à chaque fois que j'avais échoué au lycée, posant doucement sa main sur mon dos et disant « Ce n'est pas ta faute si le monde choisit de tourner le dos à ce qui est juste. Mais ne le laisse jamais te pousser à te tourner le dos à toi-même. » La lettre continuait. Tu perdras peut-être ton emploi, tu perdras peut-être des gens en qui tu avais confiance, tu perdras peut-être tout ce que tu as travaillé dur à construire, mais si tu gardes ton intégrité, alors tu n'as absolument rien perdu. Je ne t'ai pas appris à être PDG, mais j'espérais que tu saurais être une femme qui ne laisse personne décider de sa valeur. J'ai posé la lettre. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose s'est coincé dans ma gorge. Pas des larmes, mais une sorte de douleur magnifique, comme si je sortais de l'obscurité pour me rappeler que la lumière était toujours venue de l'intérieur. Je me suis levé, je me suis ressaisi. Sur le mur, le mug d'intégrité était toujours à sa place habituelle. En dessous, la clé USB contenant tous les fichiers que j'avais créés. À côté, le dossier qu'Éléonore était en train de finaliser. Et maintenant, la lettre de ma mère. Je n'étais plus seulement une femme qui avait perdu son travail et dont le mariage s'effondrait. J'étais quelqu'un qui avait hérité de quelque chose de bien plus grand qu'un titre, un héritage spirituel. Et cette fois, je ne me battais pas pour récupérer un titre. Je me battais pour me récupérer moi-même. Ce soir-là, j'ai ouvert la fenêtre, laissant le vent de mars balayer ce vieil appartement où j'avais vécu mes années d'université. Sur la table trônait la lettre de ma mère, les documents juridiques d'Éléonore en cours de préparation, et la clé USB contenant l'intégralité des projets que j'avais dirigés. Puis, le téléphone fixe, une vieille relique que j'avais gardée par habitude, s'est mis à sonner. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai décroché. À l'autre bout du fil, une voix de femme, grave, posée, légèrement éraillée, façonnée par des décennies dans le monde des affaires. Noémie ? C'est Geneviève Sabatier. Mon cœur s'est serré. Je me souvenais de sa voix. Geneviève avait été l'une des premières clientes que j'avais apportées lors de la cofondation du cabinet. Une investisseuse privée d'une 60aine d'années qui possédait autrefois une chaîne de résidences de luxe pour personnes âgées en Île-de-France avant de tout vendre pour prendre sa retraite. C'est elle qui m'avait dit un jour, « Vous ne gérez pas seulement mon argent, vous protégez les années qu'il me reste. » J'ai répondu avec autant de sang-froid que possible. « Bonjour, Madame Sabatier. » J'ai quitté Aigle Investissement. Mais elle m'a coupé. Je n'ai pas appelé pour entendre des excuses. J'ai appelé pour agir. Je me suis figé. J'ai observé la situation. Ils ont effacé votre nom de l'entreprise, mais je sais aussi qui a construit ces portefeuilles, qui m'a fait traverser le krach de 2020, qui est resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour mettre à jour mes graphiques quand j'étais inquiète pour la santé de mon mari.
Je me suis mordu la lèvre. Geneviève n'était pas du genre émotive, mais aujourd'hui, sa voix tremblait. Je viens de soumettre une demande de retrait total de mon portefeuille chez Aigle Investissement. Ce montant s'élève à 11,6 millions d'euros, et je veux le réinvestir, mais pas par eux, par vous. Si vous lancez quelque chose de nouveau. Je pouvais à peine parler. J'ai murmuré, en êtes-vous sûr? Plus sûr que jamais. Parce que j'investis dans les gens, pas dans les logos. J'ai reposé le combiné, les mains toujours tremblantes. Pas à cause du montant, mais à cause de ce que cela signifiait d'être vu. Après tout ça, quelqu'un me voyait encore. Non pas comme une cofondatrice déchue, mais comme une femme qui avait prouvé sa valeur par ses actions, par son éthique, et en ne se bradant pas pour un titre. L'appel de Geneviève n'était pas seulement une offre d'investissement. C'était un rappel que je n'étais pas seul. Et le moment de me relever était venu. Je suis retourné vers la table, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai créé un nouveau dossier et je l'ai nommé Fonds d'investissement Phénix, la flamme qui renaît de ses cendres. Je l'ai nommé ainsi non pas parce que je me prenais pour un phénix, mais parce que j'avais touché le fond. Et si je ne me relevais pas par moi-même, personne d'autre ne le ferait à ma place. Je n'avais pas de bureau, pas de titre de PDG, pas même de logo. Ce que j'avais, c'était les données dans mon esprit, de vraies relations, et une liste de 22 personnes qui étaient parties avec moi. Des gens qui s'étaient levés au moment où j'avais été viré, prêts à me suivre si je choisissais de recommencer. Et j'ai choisi de recommencer. La première personne que j'ai appelée fut Éléonore. Elle est arrivée à mon appartement le lendemain matin avec un café glacé et un épais dossier. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste posé le gobelet et a dit « J'ai rédigé les statuts de la société, la structure de propriété et tous les documents nécessaires pour la déclaration au tribunal de commerce de Paris. Le fonds d'investissement Phénix sera une SAS dont tu as le contrôle total. Personne ne renversera plus jamais la table sur toi. » Je l'ai regardé, sans voix. Pendant des années, nous avions partagé tous les hauts et les bas, de nos échecs en finance d'entreprise à nos nuits blanches pour rédiger notre première demande de start-up à 21 ans. Je pensais que les amitiés universitaires s'estompaient avec le temps, mais Éléonore était toujours là, posant la première brique alors que je n'avais que des décombres. Toute cette journée-là, nous avons reconstruit, système de mai, nom de domaine, immatriculation de l'entreprise. J'ai appelé en visio chaque membre de l'ancienne équipe, analyste, gestionnaire de portefeuille, personnel de communication. Personne n'a posé de questions sur les salaires. Ils demandaient seulement, quand est-ce que tu recommences? As-tu besoin de moi maintenant? J'avais souvent eu peur de ne pouvoir rallier personne, mais il s'avère que la confiance n'est pas un luxe. Il suffit qu'une personne se lève, et les autres viendront vers la lumière comme des papillons attirés par une flamme. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Geneviève. Le fonds d'investissement Phénix est maintenant officiellement enregistré. Le compte de dépôt sera ouvert à la banque que vous avez demandé, et je vous promets que cet argent ne sera plus jamais trahi. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Pas par vengeance contre Pierre, pas pour prouver quoi que ce soit. J'ai souri parce que je faisais ce que je fais de mieux, de la manière que j'estime juste. Phénix n'est pas une vengeance. Phénix est une déclaration. Je ne vais pas seulement survivre. Je vais vivre selon mes propres règles. 3 semaines après la création du fonds d'investissement Phénix, Éléonore et moi sommes entrés à la conférence européenne de l'investissement à l'hôtel Ritz à Paris. Un lieu qui a longtemps été le terrain de jeu de Pierre. Le blazer bleu marine que je portais était un cadeau d'Éléonore de l'année dernière, avec une phrase cousue à la main cachée sous le col, mérité, pas donné. J'ai lissé mes cheveux, ajusté le badge épinglé sur ma poitrine, Noémie Giraud, PDG. Fonds d'investissement Phénix. La salle de bal était lumineuse, scintillante de costumes de créateurs, au son du doux tintement des verres sur les épais tapis. J'ai regardé autour de moi. Le stand de Saint-Honoré Capital trônait au centre. Pierre discutait avec 3 investisseurs de Londres. Son expression était calme, confiante, inébranlable. Jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Éléonore et moi, entrant dans la pièce. Cet instant, je ne l'oublierai jamais. Le visage de Pierre s'est figé. Ses lèvres ont bougé pour essayer de dire quelque chose, puis il s'est rapidement détourné, comme si ma présence était un fantôme qu'il ne pouvait bannir. J'ai souri. Non pas pour provoquer,
mais pour affirmer ma place. Je n'avais pas disparu. J'étais juste revenu réclamer ce qui n'aurait jamais dû m'être enlevé. Les organisateurs m'ont dirigé vers une petite table sur le côté gauche de la salle où les fonds émergents présentaient leurs modèles. Personne ne savait qu'il y a à peine 3 ans, j'avais aidé à rédiger les critères d'évaluation de cette conférence. Mais je m'en fichais. J'ai sorti mon ordinateur portable, les documents détaillant le fonds d'impact Phoenix, une plateforme d'investissement pour les entreprises fondées par des femmes et engagées dans la transparence ESG et la responsabilité sociale. La seule chose que j'avais apportée avec moi était la clarté. Éléonore se tenait à mes côtés, silencieuse, mais sa présence, l'une des avocates d'affaires les plus respectées de Paris, suffisait à répondre à chaque regard sceptique. Quand mon tour est venu de présenter, je suis monté sur une petite scène. Ma voix n'a pas tremblé, bien que ma main serrant le micro soit froide de nervosité. J'ai regardé directement le premier rang, où Pierre était assis à côté de Chloé, la femme enceinte qu'il croyait être son atout stratégique pour s'attirer la sympathie des investisseurs. J'ai commencé, nous n'avons pas créé Phoenix par vengeance. Nous l'avons créé parce qu'il y a des milliers de femmes qui n'ont jamais l'occasion de présenter leur projet simplement parce qu'elles n'ont pas le réseau, le mari au conseil d'administration ou le parrain en coulisses. Phoenix n'investit pas dans les relations. Phoenix investit dans la vérité. Quand j'ai fini, la salle a plongé dans un étrange silence. Puis quelques applaudissements ont retenti, puis d'autres. Ensuite, la salle entière s'est levée. J'ai vu Geneviève, mon premier business angel, debout dans la foule, les yeux brillants. Alors que les applaudissements s'éteignaient, je suis retourné à la table de Phoenix. Léa m'a tendu un verre d'eau, les mains tremblantes d'émotion. Je n'étais même pas encore assise qu'une femme d'une 60aine d'années s'est approchée, les cheveux argentés soigneusement attachés, vêtue d'un tailleur crème d'une élégante simplicité. Elle m'a tendu la main, la voix calme et chaleureuse. Je suis Delphine Chanteux. J'ai investi dans Aigle Investissement à l'époque où vous y étiez, et j'ai retiré mes fonds le jour où j'ai appris votre licenciement. Elle a fait une pause, a souri et a posé une carte de visite sur la table. J'attendais un moment comme celui-ci. Moins de 10 minutes plus tard, le modeste espace d'accueil des clients de Phoenix, initialement prévu avec seulement 6 chaises, a été pris d'assaut. Le personnel a dû se démener pour ajouter des tables pliantes, des stylos supplémentaires et des dossiers de présentation. En l'espace d'une heure, 12 investisseurs de haut niveau, dont beaucoup d'anciens clients d'Aigle ou des observateurs de longue date de mon travail, ont engagé un total de 2,5 millions d'euros pour Phoenix. Certains avaient amené leur fille ou petite-fille en disant « Je n'investis pas seulement pour le rendement, mais pour que ces filles aient un avenir meilleur. » J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que la plupart d'entre eux n'avaient pas besoin de plus de tableurs ou de diaporamas. Ils avaient vu ce qui comptait le plus, l'intégrité. Et c'était quelque chose que j'avais passé des années à cacher sous des présentations lisses, des discours répétés et des poignées de main en coulisses. À ce moment-là, Pierre est resté assis au premier rang, les épaules tendues alors que chaque personne passait devant lui pour s'arrêter à ma table. Les yeux de Chloé étaient dans le vide, ses mains agrippant son ventre comme si elle sentait le premier vent d'hiver glacer l'air déjà froid autour d'eux. Phoenix n'était pas encore un succès, mais ce jour-là, il a été validé. Pas par une fusion, mais par la confiance. Et la confiance n'a pas de prix. Le lendemain matin, la une du Figaro affichait un gros titre en rouge, une erreur de 150 millions d'euros par la nouvelle directrice. La nouvelle de l'investissement désastreux dans Astérisque Action Globale, directement supervisée par Chloé, avait éclaté au grand jour. Le fonds était sous la surveillance de l'AMF depuis le début de l'année pour des transactions à haut risque sur les marchés émergents. Lundi matin, l'action d'Aigle Investissement a plongé, perdant plus de 18% en une nuit, effaçant plus de 150 millions d'euros de valeur marchande. Le conseil d'administration a exigé une enquête interne. Et pour la première fois, le nom de Chloé est apparu dans la presse financière comme une cadre inexpérimentée et émotionnelle créant un risque systémique. Je n'ai rien dit. J'étais assise dans le petit bureau de Phoenix surplombant la scène pendant qu'Éléonore me faisait le point. Chloé est à l'hôpital. Dépression totale, stress aigu. J'ai hoché la tête, calme, comme si je l'avais prévu. Mais Éléonore a ajouté, « Et Gabriel, il est là. » Je l'ai regardé en plissant les yeux. Il est allé à l'hôpital? Éléonore a hoché la tête. 2 fois en 48 heures, selon les infirmières. Je savais que le moment était venu. Cet après-midi-là,
à l'extérieur de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, les médias s'étaient déjà rassemblés. Les fuites internes sur le désastre d'Astérisque avaient suscité l'indignation des investisseurs. Pierre n'était pas encore apparu. Éléonore et moi sommes arrivés discrètement, sans parler à la presse. Elle portait une épaisse enveloppe. À l'intérieur, le test ADN qu'elle avait commandé des semaines auparavant, réalisé à partir d'un gobelet Starbucks à moitié fini que Chloé avait laissé lors d'une précédente réunion, et d'un échantillon de cheveux de Pierre lors de la session du conseil d'administration de mai. Tout était légal, tout était préparé. À 16h27, Pierre a émergé d'un SUV gris, flanqué de 2 assistants en relations publiques. Il ignorait que je me tenais de l'autre côté de la rue, sous une rangée d'érables perdant leur couleur d'automne. Mais quand Gabriel est apparu, la chemise froissée, tenant un bouquet de fleurs sauvages, Chloé a perdu le contrôle. Dans une vidéo devenue virale par la suite, elle a crié « Tu ne devrais pas être là. Tu vas me détruire. » Et puis elle s'est effondrée. Pas de larmes gracieuses, mais des sanglots gutturaux, comme si tous ces masques avaient fondu sous les vents pluvieux d'octobre. Alors que la foule restait figée, Éléonore s'est avancée. Elle a fait face à la presse, a brandi les résultats ADN et a déclaré « Je suis Éléonore Renard, conseillère juridique des parties prenantes du fonds d'investissement Phoenix. Et voici le résultat ADN confirmant le père biologique de l'enfant que Chloé Tardieu prétendait être de Monsieur Pierre Giraud. Le résultat montre 0 relation génétique. Le père est Gabriel Hénin. » Le nom de Gabriel a résonné sous les flashs des appareils photo. Pierre s'est tourné vers Éléonore, et pour la première fois, j'ai vu ses lèvres scellées. Aucun démenti, aucune pirouette en relations publiques, et dans la foule, un silence de mort. Je suis sorti de l'ombre des arbres. Chaque pas résonnait sur la pierre froide, mais dans ma poitrine brûlait un feu. Je n'avais pas besoin de crier, ni de faire un spectacle. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un bon timing et de la vérité. Parce que quand la vérité est assez claire, c'est l'épée la plus tranchante. Et aujourd'hui, Pierre a été coupé par la lame même qu'il avait tenté d'enterrer. 3 jours après le choc de l'ADN à l'hôpital, j'étais assise à mon café habituel près du marais quand un message d'un numéro inconnu est apparu. « Noémie, je suis devant ton bureau. Je te demande 5 minutes. » J'ai regardé par la fenêtre. Pierre, vêtu d'un costume gris froissé, sans cravate, le visage tiré. Il ne ressemblait plus au PDG confiant sur scène, mais à un homme qui avait tout perdu, sa réputation, son pouvoir et la vérité. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Il n'a pas parlé tout de suite, il a juste posé doucement une épaisse enveloppe devant moi. Un projet de contrat. Si j'acceptais de retourner chez Aigle en tant que conseillère honoraire, il me transférerait 1 million d'euros, assorti d'un accord de confidentialité m'empêchant de divulguer les détails de l'entreprise et l'incident avec Chloé. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Mes doigts reposaient légèrement sur mon cappuccino tiède. « Penses-tu vraiment que j'ai autant besoin d'argent ?» ai-je demandé, d'une voix aussi douce que le vent matinal d'un début novembre. Il a baissé les yeux, puis a dit ce qu'il pensait que je voulais entendre. « Je suis désolé. Je ne sais pas comment les choses en sont arrivées là. Peut-être. Peut-être que nous pourrions recommencer à zéro. » J'ai hoché la tête. Nous allons recommencer, mais pas ensemble. Puis j'ai sorti un dossier couleur crème, les papiers du divorce avec les copies des résultats ADN, les dossiers de transfert d'argent entre Chloé et Gabriel, et l'enregistrement audio interne ayant fuité concernant l'affaire Astérisque. Je n'étais pas venu pour négocier. J'étais venu pour en finir. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais parce que j'avais la sensation de me retrouver enfin. Des semaines plus tard, dans l'espace lumineux du bureau du fonds d'investissement Phoenix, l'entreprise que j'avais bâtie avec les 22 anciens collègues qui m'avaient suivi, j'ai accueilli Léa, notre première stagiaire. Elle avait 22 ans, les cheveux bouclés, les yeux brillants, et a hésité quand je lui ai tendu la main. « Je ne pensais pas que ce serait vous qui me feriez passer l'entretien, » a-t-elle dit, un peu gênée. J'ai souri. « Je suis la dernière personne que tu as besoin d'impressionner. Pour le reste, laisse ton travail parler. » Léa était la filleule d'Éléonore, la femme qui s'était tenue à mes côtés comme une sœur. Je voulais que cette nouvelle génération de l'entreprise commence de la bonne manière, par l'inspiration, et non sous condition. Je n'étais plus la directrice des opérations évincées. J'étais celle qui avait reconstruit les fondations à partir des décombres, avec intégrité, intelligence, et plus rien à cacher.
La salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris était grise et empreinte d'un froid de décembre, mais j'y suis entré comme quelqu'un qui avait déjà vu la lumière au bout du tunnel. Éléonore, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, le regard tranchant comme un scalpel, se tenait à mes côtés. Plus seulement l'amie d'université qui s'asseyait avec moi en cours de création de start-up, mais désormais ma représentante légale. La seule femme en qui j'avais confiance pour m'aider à obtenir justice, non seulement pour un mariage trahi, mais pour une partie de ma vie sur laquelle j'avais autrefois tout misé. Devant le juge, Éléonore a présenté l'intégralité des preuves financières. Des capitaux que j'avais apportés lors de la création d'Aigle Investissement à la répartition détaillée des dépenses extravagantes de Pierre pour Chloé en utilisant les fonds de l'entreprise. Elle a pointé chaque ligne, vol en première classe, sac Birkin, un appartement de luxe pour son assistante personnelle, tout cela tiré du budget marketing. Je suis resté assise, observant en silence. Quand ce fut le tour de Pierre, son avocat a balbutié une proposition de compensation offrant moins de la moitié de la valeur de nos actifs communs. Mais Éléonore a répondu calmement, ma cliente ne demande pas plus. Elle demande ce qui est juste. Après près de 3 heures de plaidoirie, le tribunal a statué que je recevrais un règlement en espèces de 2,2 millions d'euros et que je conserverais l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur la plateforme d'investissement numérique que j'avais conçue pour Aigle Investissement. Le divorce a été prononcé. Définitif, sans plus aucun lien. 2 semaines plus tard, la nouvelle a fait la une des médias financiers. Pierre Giraud démissionne de son poste de PDG suite à un scandale interne, titrait sobrement BFM Business. Pendant ce temps, Aigle Investissement, sous le coup du krach de l'action Astérisque, a été officiellement racheté par son rival de longue date, le groupe d'investissement Valmont. Les vieilles photos de Pierre et moi, autrefois affichées lors des sommets de l'investissement, ont été remplacées par une photo de moi serrant la main du président de Valmont lors d'une nouvelle conférence. Les journalistes m'ont demandé si j'avais l'impression d'avoir gagné. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas gagné. J'ai juste choisi d'arrêter de perdre. La justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est le hochement de tête silencieux de quelqu'un qui est resté muet pendant beaucoup trop longtemps. 3 mois après le jugement de divorce, le nom d'Aigle Investissement n'apparaissait plus sur les panneaux d'affichage numérique des salons d'investissement. L'ancien siège social, où Pierre et moi avions passé des nuits blanches à coder la première version de notre plateforme, portait désormais une pancarte, sous la direction de Valmont. Quant à Chloé, l'experte stratégique autrefois fière qui entrait dans les bureaux avec un sac Hermès à la main, elle a été licenciée lors d'une réunion d'urgence, sans verser une larme. Le comité d'audit de Valmont a découvert des failles béantes dans son approbation de l'investissement Astérisque Action Globale, un accord qui avait contourné tous les niveaux d'analyse de risque, entraînant plus de 150 millions d'euros de pertes et anéantissant 90% des portefeuilles de 200 clients. Le rapport interne a qualifié son comportement de « conduite imprudente à caractère personnel ». Elle a tenté d'écrire un email d'excuses, mais personne n'a répondu. Ceux qui la flattaient autrefois lors des soirées de réseautage l'évitaient maintenant comme une tâche que personne ne voulait toucher. Et Pierre ? Il a loué un minuscule bureau au 3e étage d'un bâtiment anonyme à Marne-la-Vallée, se présentant comme conseiller financier indépendant, mais aucun client n'est venu. Son profil LinkedIn ne montrait que 2 interactions, l'une de sa mère et l'autre de Chloé. Un soir de début de printemps, en faisant défiler les actualités, j'ai vu une photo d'eux à un salon local de l'investissement où il figurait comme invité d'honneur. Mais personne ne les a présentés. Personne ne leur a posé de questions. Ils étaient assis au dernier rang, se tenant la main. Et dans ce bref instant, je n'ai ressenti aucune amertume. J'ai simplement souri et dit à Léa, la stagiaire maintenant assise en face de moi dans le modeste bureau de Phoenix, ils se sont choisis. Et ils sont tombés ensemble. 6 mois après le jugement du tribunal, je me tenais devant le nouveau bâtiment en verre de la Tour First, en plein cœur de la Défense. L'enseigne, fonds d'investissement Phoenix, venait d'être installée ce matin-là, scintillant dans la douce lumière comme un nouveau symbole de renaissance, pas seulement pour moi, mais pour chaque femme autrefois ignorée. Nous avions commencé à 22. Nous étions maintenant 45. Le bureau n'avait aucun recoin sombre, seulement des salles de réunion baignées de lumière naturelle, des couloirs bordés de tableaux de Léa, chacun symbolisant le dépassement des épreuves. Léa, cette même fille qui m'avait autrefois envoyé un email pour me demander un stage, était désormais analyste stratégique. Je lui ai confié un nouveau portefeuille, la laissant élaborer la stratégie et la présenter aux clients. Elle s'en est sortie mieux que n'importe quel vétéran avec qui j'avais travaillé.
Les actifs sous gestion de Phoenix avaient dépassé les 105 millions d'euros. Plus de 5 fois notre objectif initial. L'une de nos investisseuses les plus chères était Geneviève Sabatier, une femme qui avait élevé seule 3 enfants après le départ de son mari. Lors de notre forum client de fin d'année, elle s'est levée et a déclaré « Je n'ai pas investi dans Phoenix uniquement pour les rendements. Je l'ai fait pour que mes petites filles puissent voir une entreprise dirigée par des femmes, où les valeurs ne sont pas sacrifiées au nom du prestige. » Je suis resté figé, non pas sous le coup de l'émotion du moment, mais parce que j'ai réalisé que ce que je construisais n'avait plus rien à voir avec la vengeance. Il s'agissait de restaurer la valeur. Au dernier étage, j'avais fait aménager une salle de conférence privée avec un petit portrait. Pas de moi, mais de ma mère. En dessous, gravé dans l'acier, fond Hélène Huchard, parce que la dignité est un héritage. Le fonds, nommé en son honneur, a été créé pour soutenir les startups dirigées par des femmes de moins de 30 ans issues de milieux défavorisés, dotées d'une volonté résiliente. J'ai confié la gestion de ce fonds à Léa, bouclant ainsi la boucle. Ma mère a toujours cru en la renaissance après la douleur. Et maintenant, je vis chaque jour comme une nouvelle flamme. Non pas pour brûler le passé, mais pour éclairer le chemin de celles qui tentent d'y échapper. Le dernier matin de décembre, la neige tombait doucement sur les larges baies vitrées du bureau de Phoenix, projetant un chatoiement silencieux comme des fragments de mémoire qui se referment. Dans la grande salle de réunion, les 45 membres de l'équipe étaient présents. Certains portaient des blazers, d'autres de simples pulls. Mais dans tous les yeux brillait la même lumière, le redressement. Je me tenais devant eux, aux côtés de Léa et d'Éléonore, désormais directrice juridique de Phoenix, et j'ai souri. Ma voix était basse, posée, mais inébranlable. Ces 30 minutes de licenciement n'étaient pas la fin, ai-je dit. C'était le début d'une génération de femmes qui ne sont plus prêtes à se laisser mener par le bout du nez. Nous n'avons pas reconstruit à partir des cendres juste pour regarder en arrière. Nous avons construit pour avancer, avec les leçons que nous avons nous-mêmes gravées. Il y a eu des applaudissements, mais personne n'a crié. Les gens se sont juste regardés et ont hoché la tête. Une sorte de respect silencieux, comme si chacun d'eux portait une part de Noémie en lui. Une part qui avait été un jour rejetée, mise en doute, interrompue en plein rêve. Après la réunion, j'ai reçu un email des Échos avec pour objet « Phoenix, au-delà des cendres ?» Ils demandaient une interview complète pour leur édition spéciale du Nouvel An. J'ai répondu par une seule phrase, puis j'ai fermé mon ordinateur, nous n'avons pas construit cela pour riposter. Nous avons construit pour que personne ne soit oublié. Ce soir-là, en rentrant dans mon nouvel appartement, où était accrochée une petite plaque de bois gravée des mots, et pourtant, je m'élève, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres. Pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture, celle de ma mère. La lettre était courte, juste quelques lignes. Noémie, je sais que tu es plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé et que tu n'auras jamais à choisir entre l'amour et le respect de toi-même, car tu mérites les deux. J'ai posé la lettre à côté du mug en céramique blanche L'Intégrité, le cadeau de mon ancien mentor décédé, puis j'ai ouvert la fenêtre, laissant le dernier vent de l'année s'engouffrer. Au loin, les toits de Paris scintillaient dans la nuit, la preuve que face à la douleur, nous ne faisons pas que survivre, nous pouvons nous élever. Aimez et abonnez-vous si vous croyez que les femmes de tous âges méritent le respect. Partagez cette vidéo avec une femme qui s'est un jour sacrifiée en silence et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Parce que peu importe l'étape de notre vie, nous pouvons toujours recommencer, la tête haute.